Je vais commencer par vous raconter une petite histoire, celle du 27 mars 2019. Il se trouve que il est 21h et je suis dans mon salon sur mon téléphone, comme beaucoup d'entre vous sur les réseaux sociaux, et j'apprends via un tweet que la technologie dont on va vous parler aujourd'hui, si elle avait existé en 2008, vous n'auriez pas connu Docker. Ce tweet, il vient pas de n'importe qui, mais du créateur de Docker lui-même, Solomon Hykes, qui annonce que Wasm et Wazy, dont on va vous parler aujourd'hui, auraient pu tout simplement remplacer Docker, et que pour lui, c'est même le futur du web et du développement côté serveur. On aurait dû l'enlever cette animation. Ça... Ok, donc bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux. On ne pensait pas avoir autant de gens pour un sujet aussi cryptique. Du coup, je m'appelle Mathieu Ancelin et je vous présente Étienne Anne, qui est, en plus d'être un conteur de fresques historiques, et développeur à la Maïf. Moi, je suis développeur chez Serly et je suis également CTO d'une boîte qui s'appelle Clever Cloud. On fait de l'API Management as a Service, donc soit en mode instance managée ou en mode serverless GitOps. Et en plus, je vous parle de ça parce que notamment on a la possibilité d'écrire des magnifiques fonctions en Wasm dans votre API Management et c'est absolument génial. Mais d'abord, Étienne, c'est quoi le web? Et si on est venu vous parler du Wasm aujourd'hui, c'est parce que, vous en avez sans doute parlé, c'est le 4e nouveau langage de vos navigateurs. Donc après le HTML, le CSS et le JavaScript, aujourd'hui, dans vos navigateurs, vous avez déjà la possibilité de faire tourner du WebAssembly depuis maintenant quelques années. Avant qu'on rentre dans le détail de ce que c'est, on va voir un petit peu comment on peut le construire facilement. Donc si on prend un exemple, vous allez prendre vos langages préférés. Donc ici, on a cité du C, du Rust, du Go, mais bien sûr, vous pouvez utiliser tous les langages que vous souhaitez, si pour autant vous trouvez un compilateur qui est capable de vous produire du Wasm. Donc là, ici, pour l'exemple, il y a du Wasm-Pack pour du Rust ou encore ES-Scriptum pour du C, C++, mais globalement, il en existe plein aujourd'hui depuis des années. Et une fois qu'on obtient ces fameux fichiers Wasm, vous allez pouvoir les exécuter dans votre navigateur. Donc je vous le disais, c'est le 4e langage du web et c'est pas un langage pour remplacer le JavaScript. C'est bien un allié du JavaScript, parce que comme vous le savez, JavaScript, il a plein de défauts. Je suppose que beaucoup en ont utilisé. Et l'un de ses plus gros défauts, c'est qu'il est lent. JavaScript est lent par rapport aux autres langages, là où le WebAssembly, on va y revenir dessus, c'est un langage assembleur, donc c'est rapide et c'est efficace. Pour l'exemple, on va prendre une méthode addition que j'aurai codée en C. Je vais utiliser donc le JavaScript pour la récupérer dans mon navigateur. Et puis, je vais pouvoir voir comment je vais essayer de l'instancier. Donc là, depuis quelques années, vous avez déjà dans tous vos navigateurs les API nécessaires pour instancier du WebAssembly. Et une fois qu'on a notre petit module, on va pouvoir aller chercher à l'intérieur. On va dire qu'on a une fonction addition à l'intérieur qu'on va venir récupérer et qu'on va pouvoir exécuter telle une fonction JavaScript. Donc je vais appeler ma fonction JavaScript en lui donnant 2 paramètres, 2 et 3. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que ce n'est pas du JavaScript qui va s'exécuter, mais bien du C dans votre navigateur, au sein même, en utilisant entre guillemets du JavaScript pour le chargement. En revanche, pas de surprise, j'ai une mauvaise surprise pour vous, mais 2 plus 3 dans du C, dans du navigateur, ça fait toujours 5, mais c'est pas pour ça qu'on est venu vous en parler. Ok, donc maintenant on va voir un petit peu ce qu'il y a dans ce fameux fichier addition.wasm. Du coup, le wasm, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base c'est un format qui est binaire et qui, du coup, du fait qu'il soit binaire, ça règle un des premiers problèmes de JavaScript, c'est que c'est chiant et long à parser. Et du coup là on a un truc qui est binaire, donc ça va super vite à parser et on peut tout de suite instancier facilement notre machine. Cependant, quand on veut débugger, c'est bien d'avoir un truc qu'on peut comprendre. Du coup, il y a un truc qui s'appelle le WAT, qui est une représentation textuelle du Wasm, et c'est ça que je vais utiliser pour cette petite démonstration. Du coup, dans un fichier Wasm, il y a déjà un ou plusieurs modules. Donc un module, ça se représente comme ça en WAT. Et dans un module, le truc le plus important et le plus utile, on va dire, c'est des fonctions. Donc il y a une ou plusieurs fonctions. Donc là, en l'occurrence, on a une fonction $add qui a 2 paramètres, $a et $b, qui sont des entiers 32 bits et qui retournent un entier 32 bits en résultat. Donc après, à l'intérieur, c'est un langage assembleur des plus classiques. On empile les 2 valeurs A et B sur la pile et on applique une opération d'addition sur les 2 éléments de la pile. Ça nous remet un élément sur la pile et c'est fini. On a le résultat de ce truc-là. Donc là, on a notre fonction d'addition qui est là, super, sauf qu'elle est privée au module. C'est-à-dire que personne ne peut l'utiliser, hormis d'autres fonctions dans le module.
Donc l'autre truc qu'on peut faire dans du Wasm, c'est exporter notre fonction pour qu'elle soit utilisable soit depuis d'autres modules, soit depuis le navigateur. C'est pour ça qu'Étienne tout à l'heure a pu faire export.add sur son instance Wasm. Donc là on dit j'exporte la fonction $add sous le nom add et elle sera disponible telle quelle pour les autres. Et un dernier truc qu'on peut faire, c'est faire des imports de fonctions. Donc soit des imports de fonctions depuis d'autres modules ou depuis éventuellement le navigateur. Le navigateur peut nous fournir ce qu'on appellera des host functions ou des fonctions externes. Et là, en l'occurrence, on importe console.log pour pouvoir loguer des trucs. Alors, c'est pas exhaustif, il y a d'autres choses qu'on peut mettre dans un fichier Wasm, mais disons que ça, c'est le minimum vital pour pouvoir commencer. Donc si je résume, WebAssembly, c'est un langage bas niveau qui fonctionne à base de modules sandboxés. Donc on est vraiment dans un bac à sable dont on ne peut pas sortir, hormis en utilisant éventuellement des fonctions hôtes, comme on a vu, des fonctions qu'on importe, et qui a une notion de mémoire partagée entre le navigateur et le module sandboxé pour pouvoir échanger de la donnée éventuellement. Mais c'est tout. En gros, le truc à l'intérieur de la sandbox ne peut pas aller taper à l'extérieur. C'est du pur compute, on va dire. Un autre truc qui est très important, c'est que le WebAssembly, c'est un standard développé au sein du W3C. Donc, il y a un subgroupe qui est le Wasm Assembly Subgroup. Et à l'intérieur, il y a d'autres subgroupes qui se chargent de différents sujets au sein du groupe WebAssembly. Donc l'intérêt, pourquoi c'est intéressant que ce soit un standard, c'est qu'en gros, s'il y a quelqu'un qui dit « moi je sais faire run du WebAssembly », donc un nouveau navigateur ou que sais-je, globalement, s'il respecte le standard, c'est-à-dire qu'un fichier WebAssembly qui a été compilé à un endroit tournera exactement de la même manière dans tous les runtime WebAssembly qui existent, dans tous les navigateurs. Et ça, c'est super important pour la suite, et on y reviendra. Donc là, je résume un petit peu. Ce matin, vous êtes dit, bon, on va aller voir la conférence sur Wasm, parce que bon, l'autre conférence, c'est sur la sécu. La sécu, c'est bien, mais surtout pour les autres. Hein. Et puis là, vous êtes en train de vous dire, mais attendez, les deux glandus sur scène, ils sont en train de me parler d'addition dans le navigateur. Je suis vraiment pas venu pour ça. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Et avant d'attaquer la partie serveur, on va discuter un petit peu de notre robot. En fait, il faut remonter il y a quelques années. Il se trouve qu'on va prendre l'exemple de notre robot qui s'appelle Jogbot, que vous voyez sur le côté, qui est codé en C, puisqu'à l'époque, le C est ultra tendance. Prendre son exemple, puisque ce robot, son objectif principal, c'est de rester à la tendance des langages utilisés par les développeurs. Donc là, il se trouve qu'on est entre 1970 et 2000. Le C est plus qu'utilisé. Notre Jogbot est plutôt content et puis il est surtout, avant tout, compilable et utilisable parmi toutes les architectures de l'époque. J'en ai cité quelques-unes, mais globalement, vous en retrouvez plus d'une dizaine. Et donc, ce qui se passe avec cette armée de Jogbot, il reste très utilisé par les développeurs. Puis l'époque avance, on arrive en 2008 avec l'arrivée notamment de Docker, et notre Jogbot se demande encore s'il va pouvoir continuer cette fameuse épopée. Il se trouve que c'est le cas, puisque comme vous le savez, on peut enfermer entre guillemets exécuter du C dans une image Docker, et puis on gagne une certaine facilité d'utilisation, puisque lancer du C dans du Docker, c'est quand même plus simple que de compiler à la main pour toutes les architectures, etc. Et on en compte notamment un petit peu moins, puisque quand on est compatible avec du Docker, c'est plus simple d'être utilisé par un grand nombre de personnes. Les années passent et puis on peut se demander petit à petit, notre Jogbot se demande si le Wasm est arrivé et s'il va encore pouvoir continuer d'exister. Donc vous l'avez vu dès le début, on a vu dans le navigateur qu'on pouvait lancer du C, donc finalement c'est que c'est le cas, mais il se pose la question de savoir finalement par rapport à Docker, c'est quoi la réelle différence. Et en fait, c'est exactement la question que se sont posées des gens chez Shopify à l'époque, qui avaient envie de laisser la possibilité à leurs utilisateurs d'écrire des fonctions custom pour faire certaines choses et de les exécuter sur leur serveur pour que ça se fasse bien. Donc en gros, ils ciblaient éventuellement Docker et puis ils se sont dit, mais en fait, il y a un truc qui est absolument génial, qui permet de faire pareil de l'isolation, du truc sécurisé, etc., du compute, mais ça marche que dans le navigateur, c'est WebAssembly. Mais en fait, fondamentalement, WebAssembly, quand on regarde qu'est-ce que c'est pas spécialement lié au navigateur. Finalement, on pourrait prendre juste le runtime et puis le lancer sur un serveur et voir ce que ça donne. Et en fait, c'est exactement là-dessus qu'ils se sont lancés et ça a un peu ouvert la brèche. Donc, quand ils ont fait un peu le comparatif, voilà ce qu'ils ont trouvé. Donc déjà, d'un point de vue taille sur leur fonction, du coup, on a quelque chose qui est relativement compact côté WebAssembly. Hein. Finalement, on a juste le code de notre fonction en WebAssembly.
WebAssembly, etc. Là où une image Docker, alors on force le trait, hein, je vois déjà les gens dire ouais mais Docker c'est quand même... Ouais. Non, on force le trait, mais fondamentalement des images Docker, bon, ça peut avoir une certaine taille, on va dire. Ensuite, on a le problème de l'architecture. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait du Docker, fondamentalement, il va falloir déjà avoir un runtime qui tourne sur notre un runtime Docker qui tourne sur l'architecture cible, mais il va falloir également compiler ce qu'il y a dans l'image Docker pour l'architecture cible. Là où côté Wasm, je vous rappelle tout à l'heure, je vous ai parlé que c'était un truc qui était standardisé, etc., etc. Et c'est vachement important parce que c'est-à-dire que Wasm, vous compilez votre truc en Wasm une fois pour toutes, et après n'importe quel runtime qui dit je sais faire du Wasm, ça tournera pareil, quelle que soit l'architecture cible du runtime Wasm. Et ça, c'est plutôt cool. On a le vrai write once, run everywhere. D'un point de vue temps de lancement des fonctions, là encore, côté Docker, je force encore le trait, mais bon, on a un truc qui peut être un peu lent à lancer, là où côté Wasm, on a quelques millisecondes, voire moins, quand on lance une fonction. Après, tout dépend de ce que fait votre fonction, elle va être plus ou moins longue à l'exécution, ça c'est pas le même problème, mais globalement, en temps de chargement et tout ça, c'est un autre délire. Et enfin, on a le problème de l'isolation. Donc là où Docker va avoir globalement les droits que l'utilisateur qui l'a lancé lui donne, côté Wasm, de base, on a un truc qui est fermé. En gros, le code qui est à l'intérieur d'un module Wasm ne va pas pouvoir s'échapper de sa VM Wasm, et on va éventuellement pouvoir lui donner des droits au compte-gouttes pour accéder à certaines fonctions hautes, pour accéder au réseau ou à des trucs. Et là encore, on va être assez minimal sur ce qu'on lui donne droit d'accès. Et là, du coup, forcément, Wasm avait gagné et Jugbot a le droit d'être compilé en Wasm. Mais notre Jugbot, il n'a pas fini, parce qu'il est souvent habitué à tourner sur des serveurs sur lesquels il a pas mal de droits, notamment, je pense aux fonctionnalités comme manipuler des fichiers, effectuer des requêtes réseau, etc. Et comme Mathieu vient de le dire, malheureusement, en Wasm, c'est interdit. Aucun privilège n'est autorisé, et donc on se retrouve un petit peu avec des fonctionnalités limitées pour notre Jugbot. Et ce qui se passe, c'est qu'en 2017, une version va sortir, donc WASI, qui est le WebAssembly System Interface, qui va venir avec Wasm. Et c'est tout simplement quelques API qui vont permettre d'accéder à ces fameuses fonctionnalités que je viens de citer, donc notamment le système de fichiers, faire des requêtes réseau, etc. C'est avec WASI qu'on va pouvoir réaliser ça. Et donc, pour vous montrer ce que ça donne, c'est une illustration évidemment. L'idée, c'est que le Jugbot qui est enfermé dans son petit runtime qui tourne là, il va pouvoir avoir le droit d'accéder ou non au système de fichiers. Et là où c'est plus fort, entre guillemets, que Docker là-dessus, c'est qu'au niveau de la granularité des droits, c'est à la fois à un module de Jugbot d'accéder au système de fichiers, et on va spécifier également les dossiers et les fichiers sur lesquels il peut écrire et lire. Si je prends le même exemple pour le réseau, je vais autoriser mon module Wasm à effectuer des requêtes réseau, mais pas pour n'importe quel nom de domaine. Je vais lister tous les noms de domaine et tous les sous-domaines autorisés. Ce qui fait qu'on a une granularité super fine pour être sûr et garantir l'isolation de chaque module. Après, on peut aussi dire on accepte tout comme des grosses salles, mais bon, ça c'est votre problème après. Côté textuel, tout à l'heure, on vous a parlé du what. Voilà ce que ça donne. Il faut se dire, c'est que quand un module Wasm démarre, il va demander ou non s'il a besoin de WASI. Et ce que ça veut dire, c'est que le runtime qu'il exécute va avoir les fameuses fonctions WASI au démarrage, et c'est comme ça que vous allez les retrouver. C'est comme ça que vous allez les retrouver dans votre module. Donc ça, on vous les montre, c'est purement pour débugger quand vous avez des problèmes. Vous vous dites finalement, mais il me dit qu'il n'y a pas WASI, est-ce que je les ai ? Vous prenez votre fichier Wasm, vous le transformez en Watt et vous allez pouvoir voir à l'intérieur ce qui est déclaré. Alors du coup, nous, on a un petit peu de feedback sur ce sujet. On a pas mal travaillé autour de Wasm et WASI. Et notamment, en fait, il y a quelques années, j'ai créé un projet open source dans le cadre d'une mission qui s'appelle Autoroshi, et en gros c'est une API Gateway, API Management qui est écrite en Scala.
et qui comporte un certain nombre de trucs alors qu'on appelait des plugins, ça s'appelle des policy hires, bref, en gros des outils pour manipuler des requêtes HTTP, enlever des headers, changer le body, etc., etc. Et en fait, il y a un système dans Autoroshi pour que vous puissiez, vous, en tant qu'utilisateur, fournir vos propres plugins s'il y a besoin. S'il y a une fonctionnalité qui n'est pas présente et que vous avez absolument besoin, c'est tout à fait possible de l'écrire vous-même et de la fournir à Autoroshi. Donc pour faire ça, globalement, l'idée, c'est que vous allez écrire un plugin en Scala, parce que Autoroshi s'écrit en Scala. Vous allez faire un jar avec ce truc, vous allez le filer dans le ClassPass au démarrage d'Autoroshi, et globalement, Autoroshi va être capable de l'utiliser à ce moment-là. C'est un système qui marche bien, qui est utilisé dans plein d'autres produits écrits en Java, mais ça a quelques problèmes. Alors déjà, le premier, c'est que ce n'est pas un système qui est dynamique, c'est-à-dire qu'il faut fournir le jar au démarrage de notre API Gateway. Ensuite, ce n'est pas super user-friendly, tout le monde n'écrit pas du Scala ou tout le monde ne connaît pas le développement pour la JVM, donc faire un jar, tout ça, ça peut sembler relativement abscon pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. On n'est absolument pas isolé, le plugin n'est pas du tout isolé du reste du reverse proxy, c'est-à-dire qu'en gros, si votre truc crache un peu méchamment, ou voire même fait un système exit, parce que pourquoi pas, bah, globalement, hein, tout Autoroshi part avec, et puis c'est fini. Et puis on n'a pas du tout de notion d'isolation, enfin même sur les droits d'accès à certaines choses. Donc globalement, une fois que votre plugin il est dans le ClassPass Autoroshi, bah, globalement il peut accéder au système de fichiers, il peut accéder à la base de données, etc., etc. Donc ce n'est pas forcément un problème en soi, si c'est vous qui avez écrit le plugin. Si vous l'avez téléchargé sur Internet et que vous n'avez pas le code source, ça peut éventuellement être un peu problématique. Donc depuis quelques années, je m'étais dit, ce serait quand même bien d'utiliser Wasm pour de le rendre compatible avec Autoroshi, pour permettre notamment d'écrire des plugins dans d'autres langages, etc., etc. Après, il y a Wazi qui est arrivé, alors on s'est dit, ah ouais, il y a quand même moyen de faire un truc qui est vraiment intéressant, on a accès aux fichiers, au réseau, etc. On peut commencer à faire des vrais plugins qui peuvent faire des vrais trucs avec Wasm, sauf qu'on était un peu limité, puisque en fait, faire du Wasm sur la JVM, j'y reviendrai un peu plus tard, mais bon, c'est pas trop la cible, hein, habituellement, c'est plus sur des langages genre du Go, du Rust, etc. Et puis, on a découvert avec Étienne, il y a 2-3 ans, deux projets qui nous ont décidé. Le premier, c'est Coraza. C'est un Web Application Firewall qui remplace Apache Mode Security, pour ceux qui connaissent, et qui est livré notamment avec tout le OWASP Core Rule Set. Donc, c'est un ensemble de règles pour vérifier s'il n'y a pas des tentatives d'intrusion sur une application web. Donc, ce truc, il est vachement bien. Et puis, il y a un deuxième, c'est un truc, en fait, on nous demandait souvent sur Autoroshi, est-ce que vous avez un WAF? Est-ce que vous avez un WAF? Ben non, on n'en a pas, parce que, notamment, maintenir les règles, c'est un petit peu chronophage, on va dire. Puis il y a un deuxième projet qu'on a découvert, qu'on a bien aimé, qui s'appelle Open Policy Agent. Donc en fait, c'est un projet qui permet d'écrire des politiques d'accès en utilisant un petit langage qui s'appelle Rego, qui est super simple à utiliser et qui est ultra puissant. Le problème, c'est que ces deux projets, ils sont écrits en Go. Et nous, on a un reverse proxy en Scala. Vous voyez, je pense que vous voyez où je veux en venir. Le gros avantage, cependant, c'est que ces deux projets sont compilables en Wasm. Et là, ça devient super intéressant. Et on s'est dit, il faut vraiment qu'on mette le paquet et qu'on fasse quelque chose tous les deux. Donc, on a passé en 2023 plusieurs mois à le faire. Alors, pourquoi plusieurs mois? Notamment parce que côté JVM, il n'y a pas tous les outils qui vont bien, mais on a fini par avoir un truc qui marche super bien. Donc, on peut étendre Autoroshi. Tous les points d'extension Autoroshi disponibles en Scala sont disponibles en Wasm. Et ça marche relativement bien. Donc on a un truc qui est complètement dynamique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir charger des fichiers Wasm à n'importe quel moment du cycle de vie de la gateway et ça va bien se passer. On va pouvoir écrire en pas mal de langages différents, du Go, du JavaScript, du Zig, du Python, du ce que vous voulez. En gros, c'est votre problème. C'est complètement sandboxé. Le module se crash, tant pis pour lui, mais ça n'impactera pas le reverse proxy. Et en plus, on est complètement restreint, c'est-à-dire que si on ne veut pas lui donner l'accès au réseau, on ne lui donne pas. Si on ne veut pas lui donner accès à la base de données, on ne lui donne pas. En fait, de base, il a accès à rien, et puis c'est vous qui décidez ce que vous lui refilez comme droit d'accès. Et ça, c'est quand même super cool. Juste pour ceux qui font du Java, alors on est au Jug Summer Camp, normalement vous faites tous du Java au quotidien. Je sais que c'est pas vrai, mais voilà.
Donc, comme je vous ai dit, c'est un peu compliqué de faire du WASM sur la JVM. Globalement, la plupart des runtimes qui existent, ils sont en C, en C++, en Go, en Rust. Et donc, du coup, si on veut faire tourner ça sur la JVM, il faut faire des bindings, JNI, etc. Enfin, c'est chiant. Et il n'y a pas grand-chose de bien qui existe. Donc, nous, de base, on a utilisé un truc qui s'appelle XTism. C'est un framework qui permet, enfin, déjà, qui embarque WasmTime, qui est une implémentation de référence WebAssembly en Rust et qui fournit le binding qui va bien pour le faire tourner dans la JVM. Et puis, il fournit aussi pas mal de tools pour simplifier la manipulation du WASM. Et il y a un deuxième projet qui est relativement jeune qui s'appelle Chicory, qui est fait par un gars de chez Red Hat et par les gens de XTism, et qui est en fait une implémentation d'un runtime WASM en Java pur. Donc c'est un projet à suivre à mon avis. Je pense que c'est, enfin, si vous avez envie par exemple de rajouter un système soit de plugins ou de règles métiers dynamiques écrits par des gens dans votre projet en Java, ben, on peut tout à fait utiliser Chicory pour faire ce genre de choses et franchement ça marche super bien même si c'est encore un peu jeune. Au passage, on va faire un peu de pub. Au fur et à mesure de notre aventure Wasm dans Autoroshi, on a écrit 2 outils open source qui pourrait éventuellement vous être utile si jamais vous voulez vous lancer dans l'aventure vous aussi. Le premier, c'est Wasmo, c'est un web IDE et une CLI qui vont vous permettre de facilement écrire, packager et distribuer vos modules Wasm. En gros, nous, on se retrouvait dans une situation où on demandait à des gens d'écrire des plugins en Wasm, alors que bon, la toolchain Wasm, c'est pas un truc que tout le monde appréhende bien. Donc, on leur a fourni cet outil-là qui vous permet de vraiment facilement écrire vos modules et de pas trop vous embêter avec le comment ça se compile. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et on a un deuxième truc qui s'appelle Wasm4s, qui est en gros une librairie. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une VM Wasm, elle est mono-threadée et bloquante. Donc globalement, quand vous mettez une instance d'une VM Wasm dans un reverse proxy et qu'il y a plein de requêtes qui arrivent, on peut commencer à empiler des choses. Enfin, ça peut devenir un peu l'horreur. Du coup, on a créé ce truc-là, qui est en gros une sorte d'abstraction au-dessus des VM Wasm pour faire des pools de VM qui se lancent à la volée suivant les besoins, qui tuent des VM quand il n'y en a plus besoin, etc., pour rendre le truc plutôt scalable. Donc voilà, si ça vous intéresse, on a ça qui est open source et qui est dispo pour tout le monde. Et du coup, je te laisse continuer sur une démo. J'ai raison. Alors, je vais vous faire une petite démo de ce que je viens de vous présenter. Ton micro, il marche des fois, en fait. C'est intéressant. Du coup, je vais vous montrer sur Autoroshi ce dont je parlais, et c'est pas le bon Autoroshi, donc du coup, je vais pouvoir aller là-dessus. Donc en gros, je vais vous faire une petite démo juste de Corazza, parce que ça peut être intéressant. Donc il faudrait peut-être que je rezoome un peu, ça sera mieux pour tout le monde. Donc en gros, dans Autoroshi, quand vous avez une instance Autoroshi, vous allez pouvoir créer des configurations Corazza. Donc je vous rappelle, Corazza, un truc en Go compilé en Wasm dans Autoroshi. Donc là, globalement, j'ai créé une configuration Corazza où je lui dis, bah voilà, tu vas te lancer avec tes règles de base, et notamment avec les règles de base de l'OWASM. Et tu actives le mode bloquant. En gros, on peut le lancer en 2 modes. On a le mode bloquant et le mode juste détection. Donc ça envoie des événements qui disent on a trouvé cette requête, elle est un peu étrange, qu'est-ce que tu veux en faire, quoi. Donc voilà, globalement, ici, j'ai créé cette configuration Corazza. Et ensuite, j'ai juste à l'utiliser sur une route. Donc ici, j'ai une route qui est sur /waf, là, comme ça. Et j'ai rajouté le plugin Corazza qui va aller chercher la configuration que je viens de vous montrer et qui du coup va me protéger de tous ces méchants hackers qui veulent défoncer mon site. Donc on va aller voir un petit peu où est-ce qu'on en est avec ce truc. Où est-ce que c'est ? Hop. Donc ici, j'ai un appel donc, sur mon /wap qui n'a rien de spécial, c'est juste un get sur mon URL. Et globalement, ça aurait été mieux si j'avais effacé le truc. Donc globalement, ça cible un service qui me fait un mirroring de market, donc globalement, ça passe. Et imaginons que je suis un méchant pirate et que je fasse la même requête en essayant de faire une attaque en mode log4shell. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce truc-là. En gros,
Il y a un expression language dans Log4j qui permet éventuellement de faire de l'exfiltration d'informations si jamais on log les headers de la requête HTTP, par exemple, sur le service cible. Donc là, en gros, j'essaye, je lui passe une expression comme ça en disant je vais essayer de récupérer des trucs. Et globalement, quand on fait ça, on a une 403 qui, en gros, c'est juste Corazza qui nous dit bah non, mec, tu passes pas. Donc là, comme ça, ça fait un peu la démo un peu naze parce que ça a juste bloqué le call. Mais ce qu'il faut voir, c'est que derrière, globalement, on a une VM, alors en l'occurrence une seule, parce que je crois que c'est ce que je lui ai dit. Ouais, j'ai une seule VM qui tourne. Une VM donc écrite en Go, compilée en WebAssembly dans du Scala qui tourne et qui me bloque mes appels au fur et à mesure, at scale, etc. etc. Donc voilà, plutôt cool, moi, je trouve. Ensuite, j'ai une deuxième petite démo. Alors, c'est vraiment juste pour vous montrer l'idée du truc. Mais globalement, ici, là, j'ai une route qui est sur Wasm Endpoint. Et en gros, j'ai un plugin, alors là, que nous, on a fait chez Cloudapim, qui reprend ce que fait Otoroshi, mais qui permet de bypasser la phase de compilation, où globalement, je lui dis, bah, voilà, tu vas aller chercher une fonction JavaScript, qui est celle-ci, alors, qui est vraiment débile. Ça fait juste un Hello World. Ça essaie de récupérer un query param avec le name, sinon ça fait Hello World. Et globalement, ce truc-là, bah, ça va l'exécuter et me retourner la réponse correspondante. Donc en gros, il n'y a pas de... C'est juste Otoroshi qui fait un endpoint HTTP en Wasm. Donc globalement, ici j'ai mon endpoint quand je l'appelle qui me fait un Hello World. Et qui, sinon, quand je lui passe un name JSummerCamp, bah, en gros, me dit le JSummerCamp. Donc, il n'y a rien de fou, mais c'est juste pour vous montrer que, globalement, là, j'ai juste été choper un bout de JavaScript quelque part, donc essayer de truster l'endroit où c'est chopé, etc. Ouais, évidemment, évidemment. Mais globalement, vous pouvez... Là, je l'écris en JavaScript, vous pourriez le faire en n'importe quoi d'autre. Finalement, ça se fait de manière relativement simple. Et je vais, cette fois-ci, vraiment laisser Étienne vous parler de WASI 2.0. Ouais. Et avant de parler de WASI 2.0, il faut qu'on reparle un tout petit peu de la version 1, de ce qu'on vous a parlé depuis le début avec le navigateur. Là, pour l'instant, on vous vend un petit peu que des choses qui fonctionnent, mais il n'y a pas que de ça dans Wasm et WASI. En fait, dans la version 1, vous avez vos runtime qui discutent avec vos modules Wasm, comme on l'a fait avec notre exemple addition. Là, on appelle addition, on lui passe 2 paramètres, 2 et 3, et puis on a une réponse qui est égale à 5. Mais ce qui se passe, c'est que les types que vous voyez ici, c'est des entiers et des flottants. Et nous aujourd'hui, généralement, comme vous, on travaille plutôt avec des chaînes de caractères, du JSON, des choses comme ça. Et il se trouve que j'aurais pas pu appeler ma fonction addition en passant un JSON, puisque c'est pas possible en Wasm. On est obligé d'utiliser ce que vous voyez en bas de l'écran, c'est-à-dire la mémoire partagée, qui est une zone mémoire utilisée entre le runtime et le Wasm. Ce qui fait que c'est assez fastidieux à faire, surtout côté développeur. À chaque fois, vous allez vouloir discuter entre votre runtime et le module Wasm, et vous échangez notamment du JSON. Il va falloir aller écrire dans cette fameuse mémoire, récupérer un pointeur, récupérer la longueur de votre tableau, les passer au module Wasm. Le module Wasm va effectuer les mêmes opérations, et ainsi de suite. Donc ça, c'est assez fastidieux. Et le second problème, c'est que cette mémoire partagée, elle n'est pas vraiment sécurisée. On sait qu'elle peut être corrompue, etc. Et c'est là où WASI 02 est apparu, en se disant, finalement, pourquoi limiter les types aux développeurs et ne pas lui laisser tous les types qu'il connaît habituellement. Donc c'est là que le 8 est apparu, le Wasm Interface Type, qui est l'idéal qu'on va utiliser pour définir les nouveaux types et les fonctions que vous allez utiliser dans vos modules Wasm. Donc si on regarde un petit peu au catalogue de ce qu'il y a, on retrouve les types primitifs que vous avez d'habitude, des entiers, des chaînes de caractères cette fois-ci, qui sont comprises de façon native, et puis des types composés déjà qui sont arrivés, des tubes, des listes, des options, et un ensemble de choses que vous écrivez habituellement, des fonctions, des interfaces, et puis on reparlera un petit peu plus des mondes qui sont des choses spécifiques de Wasm. Et avec WASI 02, donc là, pour ceux qui l'auront remarqué, c'est janvier 2024, c'est vraiment très récent. On a un nouveau modèle qui est apparu, qui est le Wasm Component Model. C'est-à-dire que vous allez plus écrire seulement des modules Wasm qui vont discuter avec votre runtime, vous allez pouvoir discuter entre eux, composants Wasm. Et ça, normalement, vous allez me dire, ça devrait vous faire penser à des microservices. Entre microservices, on discute entre microservices, là. Ou OSGI pour les plus vieux. Là, on va pouvoir discuter entre composants Wasm. Par contre, au niveau de la composition de vos modules Wasm, on va plus avoir un seul module Wasm qui s'exécute, on va avoir du code. Donc là, je vous ai pris l'exemple du Go,
plus un ensemble de fichiers WIT dans lequel vous allez définir les types, les fonctions que vous utilisez, et puis l'intégralité des interactions que vous allez vouloir avec le monde extérieur. Donc ça, on va le voir un petit peu plus en détail. Et on ne parle plus d'architecture avec une mémoire partagée, mais d'architecture qui ne partage plus rien entre le runtime et les modules WASM. Au niveau de la composition, voilà ce que ça donne. Si j'ai un composant A écrit en Go et un composant B écrit en C, on va... Excusez-moi, peut-être que l'exemple n'est peut-être pas très bien pris, mais vous allez pouvoir naturellement discuter entre eux. Et ce qui se passe, c'est que chaque module va définir un core module, comme vous le définissiez avant, et rajouter deux autres informations qui sont les interfaces. Vous allez définir un ensemble d'interfaces avec des fonctions, un petit peu comme vos langages habituellement, et puis des mondes. Ces mondes, ils sont ultra importants, parce que c'est ce qui va vous permettre de définir vos interactions avec les autres composants. C'est-à-dire que vous allez définir l'ensemble des fonctions que vous voulez donner au monde extérieur via des exports, et puis vous allez avoir des besoins pour tourner avec, que vous allez définir sous forme d'import. Et ce qui se passe, c'est que pour que le composant A et que le composant B puissent discuter entre eux, il faut que les exports de l'un correspondent aux imports de l'autre, et vice-versa. Et ainsi, on va pouvoir créer, avec le nouveau composant modèle, des composants plus gros, écrits dans différents langages. Ce qu'il faut bien voir ici, c'est qu'on va pouvoir créer un composant C, finalement, écrit en Go et en C, ou en Rust, en ce que vous voulez. Toujours ce même problème avec le C. Et en créer des plus gros. Et là, vous vous dites, bah oui, mais pour discuter, comment ils vont faire? Ils n'ont plus de mémoire partagée, etc. Ce qui n'est pas vrai. La mémoire partagée va vous être masquée, c'est plus à vous de la gérer. Et les types de haut niveau de chaque langage vont être convertis en sous forme de bytes pour discuter via ce fameux langage WIT. Mais encore une fois, c'est à vous de le définir, c'est le WIT qui va le faire pour vous à la compilation. On retrouve plusieurs interfaces avec WASI 01, avec WASI 02, évidemment toutes celles de WASI 01 dont on vous parlait tout à l'heure, donc vous allez toujours pouvoir manipuler des systèmes de fichiers, des requêtes rétro, générer des nombres aléatoires, etc. Et puis, trois choses qui manquaient quand même et qui sont assez essentielles aujourd'hui à nos métiers, à savoir tout ce qui est les I/O. Vous allez pouvoir récupérer des choses de la sortie standard, écrire dans la sortie standard, et puis les deux autres interfaces qui sont la CLI et la HTTP. Ouais, globalement, le module HTTP il va vous permettre d'écrire des handlers HTTP, donc vraiment requête-réponse comme dans un serveur. Et le CLI, je ne sais plus exactement ce qu'il fait, mais globalement, entrée standard, comme paramètres, et puis sortie standard, quoi. Et vous vous débrouillez à faire des outils CLI écrits en WASM avec ça, quoi. En WASM, c'est ça. On va pouvoir utiliser toutes ces interfaces pour composer nos nouveaux mondes sans pour autant, comme d'habitude, réécrire la roue. Hein. Ça représente un petit peu finalement les dépendances qu'aujourd'hui on utilise dans nos projets. Et si on vous parle de tout ça, c'est parce que là, on arrive en avril 2024 de cette année avec WasiCloud, qui est une proposition dans la communauté WASM. On vous en a pas parlé, en effet, dans la communauté WASM, les choses avancent par des propositions qui passent de l'étape 1 à l'étape 5. Et une fois qu'ils sont arrivés à l'étape 5, ils sont implémentés dans tous les runtimes comme un standard. C'est important puisque tous les runtimes suivent ce standard, et c'est pour garantir que WASM s'exécute, peu importe le runtime que vous utilisez. L'idée de WasiCloud et de la proposition, alors qui est toujours à l'étape 1 pour le moment, mais qu'on trouve plutôt sympa pour développer ses propres plugins, c'est qu'elle compose déjà 7 interfaces qui représentent en fait, qui définissent un peu les interactions qu'on pourrait avoir entre des microservices, mais qui cette fois-ci seraient écrits en WASM. Donc on retrouve tout ce qui est intéressant, tout ce qui est lié aux bases de données, du SQL, des choses pour discuter avec du SQL, des bases SQL, gérer, stocker des fichiers, on a du Blob Store. Vous retrouvez, quand on fait de la preuve, on aime bien gérer de la config, donc on a des choses avec le runtime config, on aime bien gérer du cache notamment, donc il y a déjà des interfaces sur le key value, et puis des choses pour le monde événementiel avec l'interface messaging, et naturellement, toujours ce fameux monde HTTP. Et si on vous parle de ça, c'est qu'on va faire un petit exemple de Wasm Cloud, donc qui est un autre projet qui vient donc de la CNCF. Je vais laisser Mathieu dire l'acronyme parce que j'ai pas l'acronyme exact. La CNCF. Voilà. C'est tout. D'accord. Ok. Donc, qui est un produit open source pour lequel en fait ils définissent quelque chose pour discuter entre vos composants. Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait les agréger, mais pour discuter entre eux, c'est à vous de vous en charger. Et chez Wasm Cloud, on vient directement en disant quand vous allez déployer un cluster Wasm Cloud, vous avez déjà un serveur HTTP, c'est pas à vous de vous en préoccuper, et vous allez pouvoir déployer vos modules Wasm dessus, un petit peu comme ce que vous faites quand vous êtes sur du cube. Ouais, après c'est surtout qu'en fait on peut les scaler les composants, et du coup pour parler entre eux, on peut plus faire un appel direct, il faut potentiellement un truc entre les deux pour que ce soit découplé, quoi.
C'est ça, globalement, on va découpler ces choses et c'est surtout que pour la communication, on va déléguer cette tâche à Wasm Cloud comme vous le faites pour du Kubernetes. Vous allez dire, mon pod il est démarré finalement et puis j'ai des services et quand vous voulez scale, vous en mettez plus dans votre déploiement et ça fonctionne naturellement. Donc là ici, Wasm Cloud fait exactement la même chose. Ils vous fournissent des fichiers YAML pour définir vos interactions entre vos composants et c'est pas à vous de vous en occuper. Et ils amènent également quelque chose d'important puisque tout à l'heure je vous ai dit que Wasi Cloud c'était qu'une proposition pour le moment. Eux, ils importent une implémentation même de ces interfaces à travers quelques providers. Les plus importants, nous, qu'on a notés, c'est surtout les intégrations Postgre. Vous voulez faire un module Wasm qui fait des requêtes sur une base Postgre. Vous dites que vous importez l'interface Postgre. Vous dites dans votre YAML, ma base Postgre, elle tourne dans du Docker, mettons. Vous pouvez quand même utiliser Docker avec Wasm. Et vous n'avez plus qu'à faire des requêtes sur votre base de données sans gérer notamment, par exemple, la connexion à la base, le pooling pour récupérer une connexion, etc. C'est géré nativement par les providers. Et puis après, pour vous dire voilà, que ça grossit un petit peu, on a notamment Couchbase qui a fait sa première intégration en tant que tiers du produit. Donc c'est un projet qui est assez grandissant, qui est assez frais aussi. Je ne sais pas si on peut dire qu'aujourd'hui c'est vraiment prêt en production. On va vous montrer nous la démo. On serait plutôt méfiant quant à utiliser pour le moment en production, mais c'est très prometteur. Alors, je vais essayer de vous faire la démo. Démo hautement risquée puisqu'on l'a mis en place hier. Donc peut-être que ça va pas très bien marcher. On va vous demander d'ailleurs, pendant que Mathieu c'est on va demander si vous voulez participer, parce qu'il y aura un petit QR code qui va s'afficher. Ouais. L'idée c'est que vous le scanniez, et je suppose que Mathieu va expliquer un petit peu après. Je vais le faire au fur et à mesure. Au fur et à mesure, ça marche. C'était prêt ce matin dans la voiture. Voilà. Mais ce matin dans la voiture ça fonctionnait, donc normalement pas de surprise. Ou pas. Du coup, je vais déjà démarrer un Wasm Cloud sur mon... Ouais, mais le Zoom, ça... je sais pas si ça va m'aider. Je vais démarrer un Wasm Cloud sur mon ordi, déjà. Donc, je vais faire un wash. Donc, c'est leur CLI qui s'appelle wash. Et je vais faire up. Donc là, normalement, il démarre tous ses composants qui vont bien, etc., etc. Et puis, je vais vous montrer un petit peu le projet qu'on a. Donc, globalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait... alors, attends, oui. Ah, mais c'est naze. Je sais pas comment on zoome. Ah, voilà, c'est ça. Je me disais bien. Non, c'est pas ça que je voulais faire non plus. Hop, voilà. Donc ici, j'ai 4 composants que j'ai écrits en différents langages. Donc j'ai du C, du Go, du Rust, du TypeScript. Et globalement, ces composants, on va regarder un petit peu ce qu'ils font. Ils font rien de fou. Globalement, ils vont se connecter à un Redis, ils vont incrémenter des compteurs si jamais on les appelle avec le nom d'un langage en paramètres. Je vous passe les détails de comment c'est écrit. Là, c'est du Rust. Tout dépend du langage que vous utilisez. Mais globalement, ça utilise les fameuses interfaces Wasi Cloud qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, le key value. Là, le key value qui permet de faire des compteurs atomiques. Là, on a le login. On l'avait pas mis. Si, on l'avait mis sur la slide. Voilà. Et du coup, voilà. Donc ça, c'est la partie code. Ce que je vais vous montrer qui est assez intéressant également, c'est le fameux WIT. Donc en fait, le truc qui explique ce que mon composant va exporter au reste du monde et ce qu'il va importer. Donc là, globalement, je vais dire que je vais utiliser le login distribué offert par Wasi Cloud et je vais utiliser l'interface KeyValue pour storer des compteurs atomiques en fait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais exposer au reste du monde un handler HTTP. Donc en gros, ça veut dire que finalement, ce que je fournis dans Wasm Cloud, c'est un serveur HTTP, tout simplement. Et en gros, si on regarde ma classe ici, c'est exactement ce qu'elle fait. Elle a une méthode handle qui contient une requête et qui a la réponse dans laquelle je vais pouvoir écrire ma réponse pour répondre à une requête HTTP. En plus de ça, Wasm Cloud demande à ce qu'il y ait un fichier de description du composant. Donc ça ressemble à des manifestes cubes. Globalement, on dit voilà tous les composants qu'on a dans le fichier et toutes les capacités, dans le module, je veux dire, et toutes les capacités dont on a besoin pour faire fonctionner. Donc on a besoin de la capacité HTTP serveur et de la capacité clé-valeur fournie en l'occurrence là par Redis. Du coup, Wasm Cloud, c'est un truc Docker Compose pour l'instant, je crois. Donc, ça va chercher des images Docker pour fournir les providers qui vont bien. Et après, dans le composant qu'on va déclarer, on va dire qu'il a besoin d'aller récupérer le clé-valeur à tel endroit, le HTTP, etc., etc. Donc, en gros, voilà comment on lit un peu les choses. Donc ça, c'est mon composant. J'ai le même écrit en Go, par exemple. Donc, juste pour vous montrer un peu, ça a à peu près la même tronche en Go.
Mais voilà, c'est vraiment, on a écrit le même composant en différents langages juste pour vous montrer que finalement on peut faire la même chose. Et à côté de ça, on a un petit serveur qui va vous afficher normalement une jolie interface pour faire un petit concours de quel est le meilleur langage du monde. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais exposer cette magnifique application. Je vais vous l'exposer pour que vous puissiez vous en servir. Je vais juste vérifier qu'elle fonctionne. Alors on a un petit peu présélectionné les langages pour vous. Vous n'avez pas trop le choix. On n'a fait que 4 composants. Ouais, on ne voulait pas en faire 35. Donc, voilà, si vous aimez le JS, vous pouvez faire grandir le JS, etc. etc. Donc globalement, je vais vous mettre le QR code pour accéder à ce truc-là. Et puis, vous allez pouvoir essayer. Alors, c'est là, ça passe ou ça casse. Hein. C'est sur mon ordi avec du grok et tout machin. Donc, il y a des chances que ça merde dans les grandes largeurs. Mais voilà, j'espère que ça va marcher. Et je vais, de ce pas, j'espère que tout le monde a réussi. Alors, c'est en train de... Ça fait des trucs. ça fait des choses, donc c'est que c'est bon signe. Voilà. Donc, d'accord. Donc, il y a... Bon, Jogbot n'est donc plus à la tendance. Voilà. Sans surprise. Hein. Étonnant. Comment ça, le C, ça marche pas bien? Oh là là, c'est n'importe quoi. Ah ouais, carrément. Il y en a qui... Ouais. D'accord. Oh, ouais, voilà. Okay. C'était l'idée. Alors là, l'idée de ce que vous voyez, hein, on l'a fait un petit peu exprès. Vous voyez que derrière, à chaque fois que vous faites un clic, un module Wasm spawn, effectue une connexion à la base Redis, incrémente une valeur, et la VM crash. Et donc là, vous voyez qu'on est sur le poste de Mathieu. Alors bon, vous n'êtes pas non plus 4000 dans la salle, mais on est à quelques requêtes quand même secondes. Et on n'a aucune latence. Alors, moyennant un petit peu l'interface graphique qui discute en WebSocket pour qu'on récupère les valeurs. Mais on n'a aucune latence et ça se passe très bien alors qu'on n'a rien défini. On a juste dit, mon module Wasm, il va scale jusqu'à 100 réplicas. Et puis, ça devrait bien se passer. Tu te rends compte qu'il s'accroche quand même. Hein. Il y en a ouais, et je me rends compte qu'il y a... Bon, je vais vous laisser jouer avec, je vais revenir au slide. On verra tout à l'heure ce que ça... Donc, normalement, s'il y a... Normalement... Ouais. Voilà, celui en C, il marche très bien, c'est juste que... S'il y a toujours les slides qui s'affichent dans 5 minutes, c'est que rien n'a craché. Mais voilà, ouais, si c'est pas impossible non plus. Hein. Du coup, pour la suite... Ouais, je veux bien, merci. Pour la suite, juste un petit 2-3 minutes sur le futur de Wasm. Donc en gros, la WASI 02 a été publiée et donc le travail sur WASI 03 a commencé. Donc dans les gros trucs qui s'annoncent dans les proposals qui sont en cours, donc on a la partie async qui est vraiment le gros truc de WASI 03. En gros, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les VM Wasm pour l'instant elles sont monothreadées et bloquantes. Ce qui peut être problématique, notamment là on commence à gérer des serveurs HTTP, bon c'est pas idéal. Et du coup l'idée de Async dans WASI 03, c'est de fournir un système de multitask à l'intérieur des modules en mode complétion par callback, donc comme des futurs ou des promesses ou ce que vous voulez. Et du coup ça sera bindé à l'équivalent du langage hôte que vous aurez choisi, donc coroutine, promesses, futures, etc. etc. Un autre truc qui est éventuellement intéressant et qui est en phase 5, donc qui a de grandes chances de voir le jour dans WASI 03, c'est la proposal sur le garbage collector. Donc un truc qu'on vous a pas dit jusque-là, c'est qu'il y a certains langages qui sont un garbage collector qui pour l'instant ne fonctionnent pas en Wasm, et notamment Java, parce que il faudrait embarquer tout le runtime Java pour que ça fonctionne. Je vous laisse imaginer la lourdeur du truc, ça me paraît pas forcément génial. Et du coup, en gros, l'idée de cette proposal, c'est de fournir un garbage collector qui est intégré dans la heap de vos modules Wasm et qui jouerait le rôle du garbage collector du langage, quel qu'il soit, en gros. Donc on n'aurait pas forcément les mêmes performances ou même les mêmes fonctionnalités de garbage collector, mais ça permettrait à des langages qui veulent pas embarquer leur garbage collector avec eux de faire le job un petit peu comme il faut. Et ben voilà, je crois qu'on a fini. J'espère qu'on vous a donné envie d'explorer ce merveilleux monde qui est le Wasm server-side. Donc, on a essayé de vous montrer 2 exemples qui nous paraissent intéressants. D'un côté, le côté pluggable, plugin, etc. Et de l'autre, le fait même de faire des implications complexes en Wasm. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, si vous avez des questions, il nous reste 2 minutes. Et puis sinon, vous pouvez venir nous voir en bas sur le stand Cludapim ou n'importe où dans la conférence. Voilà, on a fini. Merci beaucoup.